Nous sommes au début du XXe siècle, et les espaces blancs de la carte du monde sont presque remplis. Les rares qui restent sont les deux sommets du globe, le pôle Nord et le pôle Sud. Mais cela ne va pas durer longtemps. En effet, l'explorateur norvégien Roald Amundsen entame une expédition au pôle Nord. Après des mois de préparation, de traques et de rebondissements incroyables, le 14 décembre 1911, avec ses 4 compagnons, il conquiert vraiment le pôle. Mais pas celui du Nord, celui du Sud. Plus tard, il décrira la plus belle histoire de sa vie en ces termes très justes. Jamais l'homme n'a atteint un objectif aussi diamétralement opposé à celui qu'il s'était fixé au départ. Amundsen, né à Borge, en Norvège, en 1872, est très tôt attiré par les endroits reculés. Sa famille possédait des navires et il comptait des capitaines de navires parmi ses proches. Mais sa mère l'obligea à étudier la médecine. Immédiatement après la mort de sa mère, il a quitté l'école et, à l'âge de 21 ans, il s'est mis à voyager. L'une de ses premières véritables aventures fut une expédition scientifique belge en Antarctique, au cours de laquelle le Belgica, leur navire, gela dans la glace et l'équipage dut passer l'hiver à bord. Lors d'une autre expédition, entre 1923 et 1926, Amundsen et son navire Gioa ont été les premiers à franchir le passage dit du nord-ouest du Groenland à Nome, en Alaska, en longeant la côte de l'Amérique du Nord. Cette expédition s'est avérée cruciale par la suite. Les Inuits lui ont enseigné des techniques qu'il a mises à profit à maintes reprises par la suite. Il s'agissait principalement de l'utilisation des chiens de trait. Mais c'est aussi là qu'il a compris que la vraie fourrure animale réchauffe un homme bien plus qu'un manteau de laine, ou que la viande crue peut sauver l'équipage d'un navire du scorbut. Le scorbut est une maladie causée par une carence prolongée en vitamine C, qui était à l'époque la bête noire de tous les marins. Amundsen était un explorateur peu conventionnel. Pour lui, les expéditions vers des terres inexplorées étaient avant tout une compétition entre vainqueurs et vaincus. Son plus grand modèle est un autre célèbre explorateur polaire norvégien, Fridtjof Nansen. En 1893, il a fait geler son navire Fram dans la glace et a dérivé le long de la côte sibérienne dans l'espoir d'atteindre le pôle Nord. Il n'y est peut-être pas parvenu, mais il est devenu une légende pour la génération suivante d'explorateurs polaires. En 1927, Amundsen vient le trouver pour lui demander de lui prêter le Fram. Nansen accepte à condition que son navire soit utilisé pour explorer en profondeur les courants de l'océan Arctique. Amundsen promet, engage un équipage et commence à rêver de hisser le drapeau norvégien au pôle Nord. Mais son rêve va mourir avant même d'avoir commencé à se réaliser. En septembre 1919, on apprend que le pôle Nord a été conquis par 2 expéditions américaines différentes. L'une sous la direction de Frederick Cook, l'autre sous celle de Robert Peary. Bien que la mission dans l'océan Arctique aurait pu permettre de faire un certain nombre de découvertes majeures, Amundsen est formel. Ce n'est pas la bonne solution. Cependant, le navire est déjà loué, l'équipage engagé, et c'est ainsi qu'en août 19 et 10, le Fram met le cap sur le nord. C'est du moins ce que pensent tous les membres de l'équipe, à l'exception de 2 d'entre eux. Ce n'est qu'au bout de 4 semaines, lorsqu'il atteint Madère, qu'Amundsen sait que plus personne ne peut l'arrêter. Il est temps de faire éclater la vérité. Nous continuons vers le sud. Les Britanniques projettent d'intégrer l'Antarctique à leur empire, et Robert Scott est déjà en route avec 65 hommes, des motoneiges et des poneys. La seule chose qu'il semble avoir oubliée, c'est nous. C'est ainsi que commence ce que l'on appelle aujourd'hui la course au pôle Sud. Beaucoup considèrent la manœuvre inattendue d'Amundsen comme une faute, mais il ne la prend pas comme un coup bas. D'ailleurs, il ne va pas emprunter la même route que son concurrent Scott. L'expédition norvégienne emprunte une route totalement nouvelle où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Il établit une base dans la baie des Baleines. À vol d'oiseau, c'est environ 1300 km. Il planifie son voyage à travers les monts Queen Maud, dont les sommets culminent à plus de 3000 mètres. Plus tard, certains diront qu'Amundsen a eu de la chance et que l'expédition était loin d'être aussi difficile que celle des Britanniques. Mais la vérité est que l'équipage du Fram était superbement préparé. Non seulement leur base se trouve à près de 100 km plus près du pôle que l'endroit d'où voulaient repartir leurs concurrents britanniques, mais ils ont également réussi à installer progressivement plus de postes de ravitaillement en cours de route que Scott.
Les 5 hommes qui partent finalement pour la dernière partie de l'expédition savent tous naviguer et sont d'habiles skieurs. Ils sont réchauffés par des fourrures d'animaux et aidés dans leur chargement par des chiens, dont certains n'hésitent pas à tuer et à manger Amundsen pendant le voyage. Enfin, le moment est venu. À la mi-décembre, les 5 explorateurs polaires arrivent sur les lieux. À sa grande joie, ils ne trouvent aucune trace de l'expédition britannique. S'il s'agit bien du pôle Sud, ils sont les premiers. De nombreux relevés suivent, mais bientôt le doute n'est plus permis. Ils sont bien au point le plus méridional de notre planète. Amundsen laisse une tente avec un drapeau norvégien et une lettre pour l'expédition de Scott. Ce dernier, complètement dévasté par une série d'événements malheureux, arrive ici 34 jours plus tard et, en voyant la tente norvégienne, succombe au désespoir. Amundsen et ses hommes reviennent à la base de la baie des Baleines, après 99 jours. Il a fait le voyage 10 jours plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il retourne en Europe en mars 1912 et constate qu'il n'y a pas encore de nouvelles de l'expédition de Scott. Lorsque le monde apprend, au début de l'année suivante, que tous les membres de l'équipe polaire de Scott sont morts pendant le voyage de retour, l'exploit phénoménal d'Amundsen prend un goût amer. La presse britannique en particulier critique son changement soudain de plan et le traitement cruel des chiens, tandis que Scott, mort, devient un héros national. Dans les années qui suivent, Amundsen planifie une expédition vers le nord, qu'il a promise à Nansen. Cependant, en raison de la Première Guerre mondiale, il ne peut y parvenir avant 18 ans avec son nouveau navire, le Maud. Cependant, l'ambitieux Norvégien rêve déjà de quelque chose de tout à fait différent. La conquête du pôle Nord depuis les airs. Une vision très moderne à une époque où l'aviation est en plein essor, mais qui le conduira à la faillite. Il est notamment contraint de renvoyer en Sibérie les 2 jeunes filles inuites qu'il a adoptées lors de son dernier voyage. Mais cela ne diminue en rien son obsession pour le pôle Nord. Le rêve d'Amundsen se réalisera en mai 1926. C'est en effet à ce moment-là que lui et 15 autres hommes atteignent le pôle Nord. Cependant, il ne peut pas s'y tenir. Il ne le voit que depuis le hublot du dirigeable Norge. L'équipage, très diversifié sur le plan ethnique, dépose dans la neige 3 drapeaux, un Norvégien, un Américain et un Italien. On dit que ce dernier est le plus grand de tous, ce qui ne fait qu'aggraver les dissensions entre Amundsen et l'Italien Umberto Nobile, dont l'équipage s'occupe de l'aspect technique du vol. Il s'agit pourtant d'une journée capitale, l'expédition étant la première à atteindre le pôle sans le moindre doute. Elle a également prouvé que le pôle se trouve sur un océan gelé, et non sur une terre. Et Amundsen, il devient le premier homme à voir les 2 pôles de la Terre. Nobile retournera une fois de plus au pôle Nord. En 1928, à bord du dirigeable Italia, cette fois sans Amundsen. Paradoxalement, c'est cette expédition qui écrit le dernier chapitre de l'histoire de la vie d'Amundsen. Le 25 mai 1928, à une centaine de kilomètres au nord-est de l'archipel du Svalbard, l'Italia, avec 16 personnes à bord, fait naufrage. Des équipes de secours de 8 pays viennent à la rescousse. La Norvège ne peut pas manquer à l'appel. Et bien que les relations d'Amundsen avec Nobile ne soient pas chaleureuses, il s'envole le 18 juin, avec 5 autres hommes, à la recherche de survivants. Personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé par la suite. Mais nous savons que l'équipe d'Amundsen n'a jamais atteint l'épave de l'Italia. Son hydravion, le Latam 47, s'est vraisemblablement écrasé dans la mer de Barents dans un épais brouillard. Tout l'équipage a péri. Un flotteur et une partie du réservoir de l'appareil accidenté ont été retrouvés plus tard au large des côtes norvégiennes. Le plus grand explorateur polaire de tous les temps est mort prématurément. Il n'avait que 55 ans. Mais il est parti comme il a vécu sa vie. En pleine action, luttant contre les conditions naturelles difficiles et à la recherche de l'inconnu.